Déjà, je suis content de pouvoir. Merci d'avoir voté sur les propositions de sujets. Je pense que c'est chouette de garder cette dynamique, d'avoir l'ensemble des consultants qui choisissent les sujets sur lesquels faire des focus. Je suis content aussi de pouvoir vous partager une partie de ce que j'ai pu découvrir dans le cadre de mon DU Apprendre par le jeu sur cette année 2019-2020. C'est un... ce que je vais vous présenter là pour l'instant, c'est plus en mode Lunch and Learn, mais l'idée c'est que ça puisse se transformer dans un module de formation. En fait, il y a deux pistes. L'idée, c'est que ce soit une base qui permette soit de parler de ludopédagogie, de serious game dans le cadre de notre parcours formation de formateur, mais aussi que ce soit une base pour parler de gamification de démarche projet dans le cadre de notre parcours Change, comme un moyen d'engager les parties prenantes dans la transformation via les projets qui sont donnés. Alors, en termes d'objectifs, ce qui est visé, c'est que les participants soient capables d'expliquer ce qu'est un jeu sérieux, de distinguer les différentes manières de créer un jeu sérieux, d'appliquer une démarche d'animation d'une activité ludopédagogique et d'identifier les leviers et intérêts de gamifier votre projet ou programme. Alors pour ça, je vais vous proposer de passer par un certain nombre de niveaux. Le premier niveau, ça va être de définir et de voir l'anatomie d'un jeu. Ensuite, on verra ce qu'est un jeu sérieux. On verra comment construire un jeu sérieux. On verra comment animer une séquence, une activité ludopédagogique. Si on a le temps, on verra comment gamifier une démarche projet. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller sur ce niveau 5. Et on fera une petite conclusion et je vous préparerai des liens pour aller plus loin. Alors, le premier élément que je voulais vous partager, c'est une étude récente des études récentes de neurosciences pour montrer qu'en fait, le jeu permet de développer le cerveau et les sens. Étudier du coup les cerveaux de joueurs et les cerveaux de non-joueurs. Et ils se sont rendus compte que le fait de jouer apporte notamment une réduction du temps de réaction, améliore les capacités multitâches. Ça permet aussi d'améliorer la vision. Et notamment sur tout ce qui est jeux vidéo. Augmentation de la flexibilité et de l'adaptation au changement, et ça permet également de développer l'attention sélective. Donc on voit qu'il y a pas mal d'apports du jeu, mais du coup on peut se poser la question de qu'est-ce qu'un jeu, et là je vous écoute d'après vous, qu'est-ce qu'un jeu? Salut Aurélie. Je crois pas, je suis dans la bonne réunion. Dommage. Une bonne journée. Tu peux répondre quand même. Hein. Le jeu, c'est de retrouver la bonne réunion. Je sais pas, je cherche ma réunion. Bon, je vais chercher ailleurs. Alors, un autre lien. À plus. Ça marche, à plus. Pensons à celui qui va avoir le replay de cette réunion. Ouais, moi, je pense qu'il y a peut-être le mot plaisir dans le jeu. Il faut qu'il y ait une notion de plaisir du participant ou de l'animateur. Ok. Notion de plaisir, ça marche. Dans un jeu, il y a un enjeu. On peut gagner ou on peut perdre. Ok. Moi, je vois une idée de collaboration. Parce que jouer au jeu tout seul, dans le cadre d'une formation, c'est quand même pas terrible. Ouais. Après, dans le cadre général, là, on est vraiment sur la définition d'un jeu de manière très globale. Dans un environnement clos, quand on a un jeu, on est projeté dans une situation, on a des règles et on a un objectif à atteindre. Ok. C'est une transposition. Tu es transposé dans un univers différent de celui dans lequel tu évolues habituellement. Ouais. Ok. Et ça me fait penser au mot presque comme un huis clos finalement. On est dans un environnement qui est fermé et il faut se contraindre à rester dedans pour aller jusqu'au bout. Ce que tu dis Ludo, ça me fait penser à ça en fait. Ok. Un début, une fin, c'est ça aussi? Un début, une fin. Ok. Ouais. C'est un jeu. Et du coup, est-ce qu'il y a un gagnant et un perdant du coup? Pour avoir de ça.
Dans les contraintes, donc il y a les règles du jeu, puis après il y a cette notion de score aussi, de performance. Ouais. Ok. Super, merci pour vos propositions. En fait, je vais malheureusement pas pouvoir vous proposer une définition. Parce qu'il y a quelques personnes qui Je vais devoir ont... partir. Ouais, désolé. Hein. C'est pas du jeu. Désolé François. Il y a quelques personnes qui ont tenté l'exercice de la définition et à chaque fois, les définitions qui étaient proposées ont été très très largement challengées. Et du coup, en 2004, il y a une étude de Salen et Zimmerman qui a essayé à nouveau d'arriver sur une définition. Ils n'ont pas réussi. Et ils en sont ressortis avec 15 propriétés du jeu, avec certains qui étaient plus ou moins cités par le pool de personnes interviewées, que ce soit des joueurs réguliers ou des joueurs occasionnels. Mais on arrive du coup sur ces 15 propriétés-là, donc le fait qu'il y ait des principes fondés sur les règles qui limitent les joueurs, vous l'avez évoqué, une notion de conflit ou de challenge, donc on voit bien avec cette notion de challenge l'enjeu qu'il peut y avoir derrière, le fait d'être orienté objectif ou résultat, le fait qu'il y ait une activité, un processus ou un événement, donc il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles passe le joueur. Un jeu implique une prise de décision aussi, ce qui nous amène d'ailleurs à nous poser la question du jeu de loi. Parce que dans le jeu de loi, vous ne décidez absolument rien. Est-ce un jeu? C'est quelque chose de pas sérieux et prenant. C'est jamais associé à des gains matériels. Donc là, on se retrouve du coup avec une propriété qui fait que ce qui est un jeu pour quelqu'un peut ne pas l'être pour l'autre. C'est-à-dire quand vous jouez au poker avec vos amis, que vous ne pariez rien ou vous pariez 2 €, c'est un jeu. Pour ceux dont c'est le métier, c'est pas un jeu, c'est leur métier. C'est artificiel, sûr et hors de la vie ordinaire. Vous l'avez pas mal évoqué avec les notions de huis clos, de transposition, d'environnement clos. Et en fait, il y a Johan Huizinga, qui est un sociologue qui a écrit le premier ouvrage sur le jeu. Alors, c'est finalement très tardif, puisque c'était en 1872. Parce qu'avant ça, on considérait que le jeu, c'était pour les enfants et que ce n'était pas un sujet d'étude sérieux. Qui parle en fait d'un cercle magique dans son livre Homo Ludens, qui est sorti à l'époque. Donc, avec cette notion de cercle magique fictif, il y a derrière l'idée d'un environnement relaxé, une délimitation dans l'espace-temps. Et en fait, tout ce qui se passe dans le cercle magique est sans conséquence. Donc, on a vraiment cette idée-là de huis clos où je peux faire ce que je veux dans le jeu et ça n'a pas d'impact sur ma vie quotidienne, en fait. Et puis après, on a d'autres propriétés comme le fait que ça permet de créer des groupes sociaux spéciaux, le fait que ce soit une activité volontaire, le fait qu'il y ait un caractère incertain sur l'issue du jeu, sur qui va gagner, et peut-être une dimension un petit peu aléatoire aussi. Là, je reprends le côté transposition que tu évoquais, Paul, avec la notion de faire croire, où c'est quelque chose de représentatif du réel, mais en même temps, c'est pas le réel. Alors, moi, j'aime beaucoup celui-là, c'est le côté inefficace. Voilà, le jeu est inefficace. On ne cherche pas de l'efficacité quand on est en train de jouer. C'est un système, il y a également en général des systèmes de répartition par rapport à des ressources. Et il y a un certain nombre de participants qui ont évoqué ça comme une forme d'art. En fait, ce qui nous amène sur 15 propriétés et une difficulté à trouver une définition commune, c'est que le jeu est subjectif. On a bien vu que ce qui peut être un jeu pour certains n'est pas un jeu pour d'autres. Typiquement, si on prend le football, ça peut être un jeu pour certains, et pour les footballeurs professionnels, c'est pas un jeu. Et le jeu est pluriel. En fait, on a plein de typologies de jeux différents. Il y a notamment Roger Caillois qui a essayé de décrire, de classifier les jeux en différentes catégories, avec déjà quatre catégories différentes. Tout ce qui est autour de ce qu'il a appelé l'agone, c'est le monde de la compétition. Tout ce qui est autour de l'aléa, donc le monde du hasard.
tout ce qui est Linux, donc c'est tout ce qui est vertige, la voltige, les attractions, les jeux de vitesse, etc. Et tout ce qui est Mimicry, donc ça va être le simulacre, le théâtre, le mime. Et il a une deuxième grille de lecture qui est ce qu'il a appelé la PAIDA, donc c'est finalement l'épanouissement libre, le divertissement libre, et le ludus, qui est le domaine du jeu réglé, donc le jeu avec les règles, les jeux avec des règles. Voilà, donc on voit qu'en fait, là, il a donné quelques exemples sur cette grille de lecture. On voit qu'il y a vraiment différentes typologies de jeux et que c'est très varié, ce qui amène aussi cette difficulté à trouver une définition. Et si on zoome sur, par exemple, la catégorie ludus, donc les jeux avec règles, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des genres de jeux très très variés. Déjà, il y a différentes catégories entre le jeu vidéo, le jeu de société et les jeux hybrides qui vont à la fois utiliser des matériels de jeux physiques et des matériels de vidéo. Et dans cette catégorie-là, on a une pléthore de jeux, de genres de jeux possibles. Je vais évidemment pas tous les citer, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités. Et si ça vous intéresse, je vous inviterai à aller creuser sur certains de ceux-là, sachant que sur la partie jeux vidéo, on prévoit avec Ludo et Adrien, quand le déconfinement viendra, vraiment de faire un petit lunch and learn sur la culture vidéoludique et donc de présenter certains de ces genres de jeux. Alors, il y a plusieurs genres de jeux et en fait, il y a aussi plusieurs profils de joueurs. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par Richard Bartle sur son jeu multi-user donjon. Donc, c'était l'ancêtre des MMORPG. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, c'est Massive Multijoueur Online Role-Playing Game. MMORPG. C'est ça. Donc, c'est un jeu en ligne dans lequel vous jouez un rôle. Donc, celui qui a démocratisé ce genre, c'est World of Warcraft. Hein. Vous jouez un personnage dans un monde fictif qui va évoluer, découvrir le monde, devoir mener des quêtes, etc. Et donc, en étudiant les joueurs, il s'est rendu compte qu'il y avait 4 catégories de joueurs. Certains qui sont plus orientés justement vers les autres joueurs, d'autres qui sont plus orientés vers l'univers, le fait de contenu du jeu. Et puis, il y en a qui vont être plutôt dans l'action et d'autres qui vont plutôt être dans l'interaction. Et donc, on a 4 grandes catégories. Une catégorie plutôt killer, donc qui sont des personnes qui aiment le duel et qui aiment la confrontation directe. On va avoir un type de joueurs plutôt achievers, donc qui sont des personnes qui aiment aller les médailles, remplir les objectifs, battre le jeu en tant que tel. On a une catégorie explorateur, où là, l'idée, c'est vraiment de rentrer en immersion dans un monde, de pouvoir aller découvrir les limites de ce monde et de s'immerger complètement. Et on a un type socializer dont l'intérêt principal, ça va être de pouvoir interagir avec d'autres joueurs, échanger, collaborer, coopérer, parler avec eux, etc. On voit d'ailleurs qu'en termes de statistiques, on a beaucoup de cette dernière catégorie. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir cette grille de lecture-là, notamment quand on va concevoir un jeu pour se dire, OK, si j'ai dans mes participants des killers, des achievers, des explorateurs ou des socializers, comment est-ce qu'ils s'y retrouvent dans le jeu que je suis en train de créer? J'ai une question, Vas-y. Coco. Les pourcentages, ils datent de quand? C'est parce que, Ouais. en tout cas, je pense que la typologie a pu évoluer, notamment sur la partie killer qui, pour moi, est peut-être plus importante aujourd'hui, en tout cas sur les jeux auxquels je côtoie. Ouais. Et la deuxième remarque que j'ai, il me semble également que le killer, moi je l'avais compris comme ça, c'est que c'est killer envers les autres joueurs, mais aussi envers le jeu. Et il me semblait que par exemple tout ce qui était speedrun, on le mettait dans cette dernière catégorie. Mais bon, voilà. Du coup, envers le jeu, c'est plutôt le côté achievers en fait qu'il y a derrière, ceux qui aiment Non, battre le jeu. en fait, je fais la différence entre un achiever, par exemple, c'est celui qui va collecter tous les trophées, mais qui va faire le jeu tel qu'il a été pensé. Ouais. Dans le sens où c'est le jeu qui va te récompenser d'avoir réussi. Et c'est le principe d'un trophée finalement, c'est qu'on te donne parce que tu as fait quelque chose que le jeu avait pensé.
là où pour moi le speedrunner, c'est quelqu'un qui va dire je ne respecte pas les règles du jeu, je vais tout faire pour terminer le jeu le plus rapidement possible, et pourquoi pas en exploitant des bugs, et pourquoi pas en sautant des passages, et finalement, tu vois, en killant le jeu. Et donc, en n'étant pas forcément dans cette catégorie. Mais... Ouais. Après, tes remarques sont justes. Ça c'est une grille de lecture sur lesquelles, qui existe déjà depuis un petit moment, mais qui a été issue d'une étude dans un contexte déterminé qui est un jeu de type MMORPG. Maintenant, on voit que quand certains essayent de faire de l'extraction vers d'autres types de jeux, la grille n'est pas tout à fait adaptée. Mais en tout cas, ça introduit le fait qu'on ait plusieurs profils de joueurs. C'est plutôt ça l'idée. Après, je te rejoins qu'on a probablement d'autres types de joueurs. Et finalement, il n'y a peut-être pas que 4 catégories, notamment. Il y a probablement autant de types de joueurs que de profils de personnalité. Et donc, si on regarde les profils de personnalité type MBTI, Enneagram, ProcessCom, etc., on a plus de profils de personnalité que 4. Donc, il y aurait probablement à creuser sur ces sujets-là. Je voulais également vous parler rapidement de ce qu'on retrouve en général dans un jeu qui s'appelle la boucle de gameplay, où en fait vous allez avoir une introduction qui va vous présenter un objectif du jeu. On va vous présenter le challenge qui sont les actions que vous allez devoir mener pour essayer d'atteindre cet objectif, et puis on va vous présenter la récompense que vous pourriez obtenir en atteignant cet objectif. En fait, on va avoir cette boucle-là, où donc vous allez avoir un objectif en tête qui vous est présenté, vous allez tenter le challenge, vous allez avoir du coup une boucle de feedback qui va être associée, puisque soit vous réussissez et vous avez la récompense, soit vous ne réussissez pas et vous avez appris des choses et vous allez pouvoir retenter le challenge pour essayer d'avoir la récompense, et ainsi de suite. On va vous présenter le prochain objectif. Et on a différents niveaux de granularité de boucle. Ça veut dire qu'un challenge peut lui-même se décomposer en une boucle de gameplay mezzo et elle-même se décomposer en une boucle de gameplay micro. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Vous retrouvez là, si vous pensez à un jeu auquel vous jouez de temps en temps, vous avez en tête la boucle de gameplay qu'il y a derrière? Je lancerai juste en disant que des fois, quand tu te loupes le feedback, c'est tu fais mort, recommence. Mais ouais, c'est vrai. Il y a un tryhard, toi. Je suis dans la catégorie des achievers, si tu veux. Ouais, c'est clair. Ok. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que Jean Vaux a appelé la sémiotique du gameplay. En fait, c'est ce qui va être permis, ce qui va être laissé pour le joueur. Donc, on va s'intéresser à ce que le joueur va devoir faire. Donc, quels sont les objectifs du jeu. On va s'intéresser à ce qu'il va pouvoir faire, les actions qui sont possibles pour lui. Donc, en termes d'actions possibles, on peut appeler... c'est vraiment... On a du coup derrière les mécaniques de jeu. Donc, en général, on a d'ailleurs 2-3 actions unitaires qui représentent l'essentiel du temps de jeu. C'est ce qu'on appelle le cœur du gameplay. Et ça peut être par exemple piocher une carte, sélectionner une carte, jouer une carte. Ça va être le cœur du gameplay. D'accord? Et c'est les actions possibles pour le joueur. Il faut également, donc ça c'est vraiment la structure et les règles. Et puis après, il y a l'attitude ludique. C'est comment le joueur va s'emparer finalement du jeu avec une réflexion autour des savoir-faire. Est-ce qu'il y a des compétences nécessaires pour pouvoir réaliser les actions possibles? Mais aussi avec le vouloir-faire. Quelles vont être les motivations du joueur dans l'utilisation d'un jeu? Et c'est là d'ailleurs que vous pouvez vous retrouver avec des gens qui ne veulent pas tout à fait faire ce qui est prévu dans le devoir-faire et le pouvoir-faire. À titre d'exemple, Nathan, je ne sais pas si tu te souviens, dans l'animation Lego Force Scrum que tu avais menée, les gens avaient envie d'aller travailler avec le table alors que ce n'était pas tout à fait autorisé. Voilà. Oui. Il y avait cette motivation-là de collaborer, même si ce n'était pas prévu dans le cadre des règles. On rappelle très bien.
Voilà, je me suis dit que ça allait te parler et que ça allait parler à ceux qui avaient participé. Donc voilà un petit peu sur des grandes lignes, les grands concepts derrière le jeu. Donc on a vu que c'est pas facile d'arriver avec une définition du jeu, mais qu'en même temps il y a un certain nombre de mécaniques derrière. Est-ce que ça va pour vous là-dessus? C'est clair? Ouais, très clair. Ouais. Ok. Je vous propose maintenant d'aller creuser du coup la notion de jeu sérieux, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'il y avait derrière le mot jeu. Alors quand on regarde un petit peu la littérature sur le jeu sérieux, on est souvent obligé d'aller regarder dans les littératures en anglais, et en fait on a un petit problème de traduction, mais en même temps un problème éclairant. Parce qu'en fait, jeu sérieux, ça peut se traduire de deux manières. C'est soit serious game, le jeu, ça peut être game, ou jeu, ça peut se traduire par play. En fait, le game, c'est ce avec quoi on joue. Donc, c'est vraiment l'artefact de jeu, le matériel. Ça peut être aussi la notion de match. Et serious play, c'est ce qui est vécu. Donc là, on est vraiment sur l'activité, l'amusement, l'expérience, en fait. Et du coup, si on fait un petit peu l'exercice de dire qu'est-ce qui différencie un jeu d'un jeu sérieux, quand on regarde le côté game, donc quand on compare l'artefact, donc on va pouvoir notamment comparer par rapport aux actions qui sont possibles et aux objectifs, soit en utilisant par exemple un outil comme le Mechanica qui permet d'identifier des mécanismes ou des matériels de jeux de société. Ou alors, pour tout ce qui est jeux vidéo, il y a notamment ce livre Approche atomique du jeu vidéo qui a été écrit par Julian Alvarez, qui est un des profs directeurs du DU, qui décortique en fait les briques d'action existantes dans un jeu vidéo. Donc, c'est le principe de Lego, hein, de chaque petite brique mise ensemble forme le jeu. En fait, quand on fait une étude comparative de ces briques de gameplay, donc de ces actions possibles, il n'y a pas de différence entre un jeu et un jeu sérieux. Par contre, quand on étudie l'activité, donc le côté plutôt play, c'est là qu'on va se retrouver avec des différences majeures entre le jeu et le jeu sérieux. Et donc, on a trois critères notamment différenciants d'une activité de serious play. Le premier, c'est que le serious play est issu ou vise un marché qui s'écarte de celui du divertissement. Un jeu est plutôt dédié au divertissement. Quand on a un serious play, on va viser un autre marché. Ça peut être le marché de l'éducation, le marché de la santé, le marché du commerce. On va également avoir une visée. En fait, le concepteur va viser au moins une finalité utilitaire. Et le dernier élément, c'est que, en général, le serious play est organisé dans une situation formelle par un représentant du système. Alors, situation formelle, finalement, c'est pas forcément le lieu qui va nous intéresser, mais plutôt l'intention d'être dans une situation formelle. Parce que là, on est tous chez nous et pourtant, on est dans une situation formelle qui est du télétravail. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, notamment autour de ce deuxième critère différenciant, au moins une finalité utilitaire, d'après vous, quelles peuvent être les finalités utilitaires d'un jeu sérieux? Apprendre. Apprendre. Oui. Alors, qu'est-ce que tu mets derrière apprendre? C'est acquérir une compétence. Acquérir une compétence, ok. Je mettrai une autre facette à apprendre, c'est en apprendre sur le candidat ou le joueur. Je pense du coup, par exemple, au recrutement derrière. Ok. Du team building. Du team building, ok. Transmettre une information ou participer à de la formation, en tout cas. Ouais, ok. Résoudre un problème, trouver une solution. Mettre en pratique, tester dans un environnement clos où on ne peut pas faire d'erreur. Ok. Ok, super. Merci pour ces propositions.
En fait, on arrive à classer les finalités utilitaires dans 5 grandes catégories. Une première finalité utilitaire, ça va être de diffuser un message. Je pense que c'est toi, Grégoire, qui l'évoquait. Donc là, en fait, on peut avoir un jeu qui sert à sensibiliser sur un thème. Et ça peut être un message politique, ça peut être un message marketing, ça peut être un message sanitaire. Enfin, c'est vraiment, on diffuse un message. Ensuite, on a dispensé un entraînement. Donc là, on a le côté plutôt monter en compétence, effectivement, acquérir une compétence. Donc là, l'idée, c'est de faire passer d'un mode pédagogique passif à un mode pédagogique actif où la personne va pouvoir concrètement effectuer les gestes dans le cadre du jeu. Et interagir derrière avec les autres participants sur ces gestes métiers-là. Le jeu sérieux peut permettre également de collecter des données. C'est ce qu'on appelle les data games, qui en fait sont... L'idée, c'est de développer des mécaniques de jeu à des dispositifs de crowdsourcing pour collecter un maximum pour collecter des datas. C'est par exemple ce qui a été fait avec le jeu Google Image Labeler au moment où Google se lançait sur les images, où en fait l'objectif du jeu, c'était de donner une définition, un mot-clé à une image, et si d'autres participants avaient cité ce mot-clé, alors je gagnais des points. Et eux, ça leur a permis en fait de venir mettre des mots-clés tags sur beaucoup d'images. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de data game, mais il y en a d'autres. On a également le côté collaborer et co-créer. Donc là, en fait, on va avoir un jeu qui va définir les modalités d'interaction et qui va donner le rythme de ces interactions. À titre d'exemple, un jeu qui est en cours de création par une personne du DU qui s'appelle Ricochet et qui permet de faire appel à de la créativité, à de l'innovation. En fait, vous avez un jeu de plateau, quand vous tombez sur une case, vous allez aller utiliser une méthode de créativité pour répondre à votre problématique. Et enfin, on a le côté échafaudage. Donc, utiliser le jeu comme échafaudage pour une transformation de l'entreprise, de l'organisation. Là, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire que grâce au jeu, on crée un cercle qu'on protège. D'accord ? Comme on disait tout à l'heure, il y a cette notion de cercle magique où ce qui se passe dans le jeu n'a pas d'impact sur le quotidien. Et donc, en fait, on va mettre d'abord les personnes dans cette bulle parce qu'on sait que cette transformation, elle demande un effort pour eux. Et on va créer des conditions de dialogue dans cette bulle pour soutenir vraiment l'engagement, l'impulsion de la dynamique de transformation, notamment en démarrage. Et ensuite, on va se débarrasser du jeu et on va poursuivre la transformation à partir de ce qui a été créé dans le jeu. Est-ce que vous avez des questions sur ces finalités utilitaires? Est-ce que vous retrouvez les éléments que vous avez partagés juste avant? Oui, plutôt, oui. Alors, il y a peut-être juste celui qu'on retrouve peut-être un petit peu moins, c'est celui que tu évoquais, Ludo, sur en apprendre sur quelqu'un. En fait, ça, on se rend compte que c'est pas forcément évident. Ça peut être plus ou moins apparenté à collecter des données, non? Alors, oui, et en même... Pas des données formelles. C'est dans la manière où tu peux c'est très piégeux, en fait. Les jeux, notamment utilisés dans le cadre du recrutement, sont beaucoup critiqués, puisque, comme on le disait, dans le jeu, on vient mettre quelqu'un dans un cercle magique sur lequel il n'y a pas d'impact sur la vraie vie, qui fait qu'il peut adopter un comportement ludique ou un comportement différent de celui qu'il aurait adopté dans la vraie vie. Et donc, la première chose, c'est que finalement, ce que tu vas collecter sur la personne, c'est peut-être pas son comportement habituel. Et le deuxième point, c'est que cette personne-là se dit « Ok, en fait, on me met dans un jeu, mais j'ai un enjeu derrière qui est de la vraie vie, qui est d'être recruté, et donc il faut que quel rôle je vais jouer ?» Et en fait, tu vas te retrouver dans quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Voilà. Donc, il y a plusieurs études comme ça qui ont été menées sur des jeux de recrutement
qui ont montré que c'était pas une si bonne idée que ça en fait, parce que tu pouvais te retrouver avec des masques et de la collecte d'infos qui est erronée par rapport à ce que tu aurais eu dans la vraie vie. Voilà. Et une autre question peut-être sur Vas-y. la finalité, gagner de l'argent. Parce que finalement, ok, tout à l'heure, on disait par exemple le poker, c'était pas le cas, mais est-ce que le poker professionnel, ça ne devient pas un jeu sérieux? Et dans le cadre, par exemple, des data games, je pense que Google, grâce à toutes les données qu'ils ont collectées, ils ont gagné de l'argent finalement. Donc, est-ce que c'est pas une finalité en soi? Grégoire, l'idée, c'est que comme ils ont amélioré leur moteur de tag, ça veut dire qu'ils ont peut-être les clients étaient plus contents et donc finalité, c'est qu'ils ont gagné de l'argent grâce à leur jeu. Les jeux Je dis Google, Grégoire parce que je voyais que tu étais perplexe. les jeux Google, La finalité, Non, mais tu sais, la finalité du jeu, c'était d'avoir plus de données. Ouais. La donnée, ça sert à avoir plus de liens par la publicité, etc. Après, est-ce que c'est la finalité pour l'organisateur du jeu ou pour le joueur? C'est différent. je pense Ouais, que t'as bien résumé, Paul. en fait, tu peux avoir une notion de modèle économique derrière le jeu. Tout comme nous, on fait des serious games qui permettent de dispenser un entraînement et en même temps, ça nous permet de valoriser des formations différenciantes et donc de gagner de l'argent in fine. Voilà. Donc, je dirais que ça peut être plutôt une question de business model autour du jeu qu'un objectif du jeu en tant que tel. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu, si c'est clair pour toi. Si tu réponds, mais je suis en train de chercher, après, j'en trouve Quand peut-être tu pas, vois, mais ça des marche. exemples de jeux où la motivation qu'on donne justement aux joueurs, c'est de gagner de l'argent. Et je réfléchis s'il n'y a pas des data games comme ça où en participant, ou etc., tu génères pas de l'argent et finalement c'est ça qui te motive à jouer. Mais j'en trouverai peut-être pas. Ouais. Ça pourrait en partie, tu vois, je pense à des. Alors, je sais pas si Yuka avait mis ça en place, mais tu sais tout ce qui est mécanisme d'avis sur des produits ou plus tu donnes quand tu donnes ton avis sur des produits ou que tu repères dans les magasins les produits, etc. Alors on te donne un petit. Mais c'est presque plus de l'ordre de la récompense que de l'ordre de vraiment gagner de l'argent, quoi. Voilà. Je vous propose de passer au niveau 3. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait derrière cette notion de jeu sérieux et notamment ces objectifs utilitaires. Hop, ça marche, salut Paul Apris. Et je vous propose de voir comment construire un jeu sérieux. Alors en fait, il y a quatre manières de construire un jeu sérieux. La première, c'est de faire ce qu'on appelle du serious game design. La deuxième, c'est de la gamification. La troisième, c'est la dégamification. Et la quatrième, c'est le serious gaming. Alors, pour l'instant, c'est plein de gros mots qui se ressemblent et on ne voit pas trop ce qu'il y a derrière, mais je vous propose de rentrer dans le détail. Alors, le serious game design, c'est une démarche sur laquelle vous partez de la page blanche. D'accord ? Donc, vous initialisez votre projet depuis la page blanche. Vous allez d'abord devoir travailler sur un peu le pitch de votre idée de jeu. Pour ça, il y a 5 grandes thématiques à aborder. C'est quelle est la cible de mon jeu ? Quels sont les objectifs et le contenu pédagogique de mon jeu ? Quelle va être l'interactivité dans le jeu ? Est-ce qu'il va y avoir de la collaboration ? Est-ce qu'il va y avoir de la négociation ? Est-ce qu'il va y avoir de l'échange de cartes, de l'échange de ressources, ce genre de choses ? Quelle est l'interactivité dans le jeu, avec les mécanismes qu'il y a derrière ? Quel va être l'univers dans lequel va se développer votre jeu ? Univers pirate, espace, au contraire univers professionnel, ce genre de choses. Et quelles sont les contraintes que vous devez prendre en compte ? Donc ça peut être des contraintes de durée, des contraintes de matériel, des contraintes de ressources humaines pour l'animation de ce jeu, etc. Donc ça, c'est déjà pour démarrer la création de jeu, les cinq thématiques abordées. Et puis après, l'idée, le pitch va être développé dans le serious game design avec cette démarche de game thinking sur laquelle il y a une grande inspiration de ce qu'on retrouve dans le design thinking, où vous allez du coup poser des hypothèses, vous allez passer dans une phase d'empathie, donc vous mettre à la place du joueur, étudier ce que fait le joueur, ses comportements dans le jeu, vous allez designer
votre jeu. Donc, designer un jeu, ça nécessite de rentrer dans un certain nombre de questions comme quel est l'univers graphique, quel est l'univers sonore, quel est le type d'interaction, quels vont être éventuellement les softwares ou les hardwares que vont utiliser les joueurs, quelle est la narration autour du jeu, va être l'interprétation, la médiation, la pédagogie qui va être amenée autour du jeu, et puis évidemment on n'oublie pas le côté, le contenu, les objectifs pédagogiques. Et puis après, vous allez rentrer sur une phase de playtest, donc faire tester le jeu pour voir un petit peu quels sont les équilibres, quels sont les retours des joueurs. Et vous allez devoir vous adapter à ces retours. En général, il y a des phases d'équilibrage, notamment au niveau des règles du jeu ou des composants du jeu. Voilà, donc ça, c'est la démarche de game design, donc Serious Game Design, qui propose de partir de la page blanche pour créer le jeu. Ça va pour vous là-dessus? La deuxième démarche possible, c'est ce qu'on appelle la gamification, où là, vous allez partir d'un élément sérieux, utilitaire. Ça peut être un projet, ça peut être un processus, ça peut être un objet, ça peut être une interface utilisateur, une page web. Et vous allez y apporter des éléments de jeu. D'accord? Donc là, il y a notamment ce bouquin qu'il me semble, on dispose dans la bibliothèque, si je ne dis pas de bêtises, de projection, qui propose de voir justement comment intégrer des mécaniques de jeu dans un business. Et vous avez le modèle Octalysis qui a été développé par Yukai Shu, sur lequel on voit différents leviers des motivations humaines, donc, le sens, l'empowerment, la réussite, l'influence sociale, l'imprévu, l'évitement, et comment est-ce qu'on peut développer des mécaniques de jeu autour de ça. Donc, par exemple, du côté empowerment, donner des choix visibles à votre utilisateur produit ou d'interface. Ça peut être le côté création d'une collection par rapport au côté possession. Voilà, donc là, vous avez quelques exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant parce qu'on n'aura pas le temps, mais sachez que vous pouvez aller creuser ce modèle Octalysis. Donc ça, c'était la gamification. On partait d'un élément sérieux et on allait y ajouter des éléments de jeu. Ensuite, on a la dégamification. Donc là, on part d'un jeu et on retire certaines règles pour faciliter un usage utilitaire. C'est notamment ce qui a été fait là dans le jeu, enfin, dans la mode Discovery Tour du jeu Assassin's Creed Origins, où en fait, ils ont enlevé tout ce qui permettait de faire des combats et des quêtes pour ne garder que la partie visite dans le monde de l'Égypte antique. D'accord ? Et donc, les profs d'histoire géo aujourd'hui utilisent dans certains cours du jeu Assassin's Creed pour présenter à leurs élèves un petit peu la culture, le type de paysage, la manière de s'habiller à l'époque, ce genre de choses. Je te vois sceptique, François. Non, c'est sa tête normale. Enfin, je vois le jeu en fait. Ouais. Bah après, les Assassin's Creed sont quand même connus pour pousser énormément le côté réaliste, enfin, pousser quand même assez loin le côté réaliste de leur plateforme, de leur monde ouvert. Typiquement, ils ont été contactés suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris pour récupérer les plans 3D de la cathédrale. C'est eux qui avaient les plans les plus poussés. Voilà. Et c'est souvent couplé également avec des encyclopédies. Eux le font, mais moi je pense également à la saga Total War, où en fait c'est une sorte de partenariat intrinsèque où le jeu, à chaque fois que tu as un élément, en fait, tu as vraiment un article d'encyclopédie comme on pouvait avoir avant avec Universalis, où on t'explique par exemple pourquoi ça s'appelle un sphinx, etc. et toutes les années de création, toutes ces choses-là. Donc non, c'est plutôt bien fait. Et la dernière démarche, la quatrième, c'est ce qu'on appelle le serious gaming. Là, l'idée, c'est de partir d'un jeu existant pour lui ajouter une dimension utilitaire. Donc pour ça, il y a deux manières de faire. Soit on fait ce qu'on appelle du serious diverting, ça veut dire qu'on ne modifie pas l'artefact, on ne touche pas au jeu, mais on l'utilise tel quel dans une séquence pédagogique.
Donc chez Projection, c'est ce qu'on a fait notamment avec l'utilisation du jeu Overcooked, qui est un jeu vidéo où il faut préparer des commandes en cuisine, sur lequel qu'on a animé chez Aston pour les faire travailler sur l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des processus. Dans notre formation valeurs et principes de l'agilité, on utilise tel quel le jeu Panic Island pour travailler sur les individus et leurs interactions et la découverte du mode itératif. Et après, la deuxième manière de faire, c'est ce qu'on appelle le serious modding. Donc là, on va modifier les éléments du jeu, ou le thème, par exemple, pour atteindre les objectifs pédagogiques et utilitaires. Et là, un autre exemple qu'on a mis en place chez Projection, c'est la création d'une version transformation digitale du jeu Timeline. Voilà. Donc là, on a modifié le jeu, on a repris la mécanique, mais on a créé des cartes du jeu qui permettent d'atteindre cet objectif-là. Donc pour résumer, vous avez 4 manières de faire. La première, c'est vous partez de la page blanche et c'est ce qu'on appelle le Serious Game Design. La deuxième, c'est vous partez d'un sujet, de quelque chose de sérieux et vous ajoutez des éléments de jeu, c'est ce qu'on appelle la gamification. La troisième, c'est vous partez d'un jeu et vous enlevez des éléments du jeu dont vous n'avez pas besoin, c'est ce qu'on appelle la dégamification. Et la quatrième, c'est le serious gaming, c'est vous utilisez un jeu existant à des fins pédagogiques et utilitaires. Ça va là-dessus? Chouette. Je vous propose du coup de passer sur la partie animation. Maintenant qu'on a vu comment le construire, les différentes manières de le construire, on va s'intéresser à cette partie animation. Globalement, quand vous animez une activité ludopédagogique, il y a 3 phases. La phase d'introduction, l'activité ludique en elle-même et le débriefing pédagogique. C'est important de bien distinguer cette phase activité ludique d'un côté dans lequel on est dans le cercle magique du jeu et donc je peux faire ce que... Il n'y a pas d'impact dans le monde réel. Et ensuite, débriefing pédagogique, où là, on vient apporter cet élément pédagogique. Alors, on peut avoir 2 types de discours. Le premier, c'est de dire que en fait, le jeu, c'est qu'une excuse pour faire un débrief. On pourrait nuancer un petit peu ça en disant qu'en fait, c'est possible d'apprendre du jeu sans faire de débrief, mais en fait, ça va dépendre du niveau de métacognition de chacun. Donc, chacun va faire son propre cheminement sur ce qu'il a appris et pourrait repartir de l'activité en ayant retenu qu'une partie parce qu'il a vécu le jeu avec son prisme de vue et n'a peut-être pas vu ce que les autres ont vu, voire même en faisant une fausse idée de ce qu'il fallait retenir de l'activité. Donc, c'est quand même assez dangereux de ne pas faire de débrief après une activité pédagogique, activité ludique, pardon. Et donc après, juste un petit mot sur ce cercle magique. On a dit que ce qui se passe dans le cercle magique, ça permet de sécuriser et d'apprendre par essai-erreur et qu'il n'y a pas de conséquences sur le quotidien. En même temps, quand on met en place une activité ludopédagogique, on espère qu'il y ait une conséquence positive sur le quotidien. Donc, on doit travailler un petit peu cette porosité du cercle magique. Ça veut dire que voilà, l'activité ludique doit rester une activité ludique, mais en même temps, on amène dès l'introduction le fait qu'on va débriefer derrière et qu'on va voir comment faire le parallèle avec le monde réel. Ça va là-dessus? Alors, il y a un modèle qui a été développé notamment par Julien Alvarez pour identifier ce à quoi il faut prêter attention dans l'activité pédagogique, qui s'appelle le modèle CEPAGE. En fait, c'est un acronyme pour le contexte, l'enseignant, la pédagogie, l'apprenant et le jeu. Et en fait, quand on croise ces 5 catégories de préoccupations avec les 3 étapes qu'on vient de voir, on arrive sur un modèle alors là, qui a été enrichi un petit peu par l'Université catholique de Louvain, qui est donc cette grille de lecture où en fait on va avoir donc, en amont la conception du scénario pédagogique, l'introduction de l'activité, le déroulement de l'activité, le débriefing, et a posteriori l'évaluation des apprentissages et l'évaluation du jeu. Et en fait, sur chacune de ces lignes, donc autour de la pédagogie, des jeux, du contexte, des apprenants et de l'enseignant, on va pouvoir se poser les bonnes questions en fait.
Typiquement, d'un point de vue pédagogique, quand j'introduis l'activité, je vais devoir annoncer les objectifs. Ensuite, je vais arriver, donc d'ailleurs, on voit qu'on va de plus en plus dans le jeu. Donc c'est d'abord, on annonce ces objectifs qui, eux, sont sérieux. Ensuite, on présente le jeu, on fait découvrir l'environnement du jeu, le matériel à utiliser, les actions qui sont possibles par les joueurs. On explique aux apprenants la dynamique qu'il va y avoir entre les joueurs. Et on annonce le rôle de l'animateur. Ensuite, dans l'activité, on va vraiment avoir un rôle d'activer les objectifs, pour faire en sorte que ce qui était visé reste bien dans la trajectoire, de réguler le jeu, de stimuler, de créer un cadre à la progression, et puis éventuellement stimuler, réguler les joueurs et observer, animer. Et dans le débrief, on va faire le cheminement inverse, c'est-à-dire qu'on va devoir interroger en douceur, leur poser des questions sur leur vécu, et puis revenir petit à petit sur la partie pédagogique, en revenant sur certaines difficultés d'utilisation de matériel ou du jeu, ou des difficultés rencontrées inhérentes au jeu. Peut-être rejouer certaines étapes du jeu, pour voir qu'est-ce qu'il est possible d'en retenir, et donc approfondir les objectifs pédagogiques et atterrir sur les objectifs pédagogiques. Alors, l'image là, elle est cliquable. Vous avez un lien vers un Geniali qui est une image interactive sur laquelle vous pouvez aller voir toutes les questions plus approfondies qu'on peut se poser derrière. Je l'ai également créé comme template, donc là vous avez le lien vers un Google Excel ici pour aller voir le template avec toutes les questions qu'on peut se poser pour la conception et l'animation d'une séquence ludopédagogique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, c'est clair pour vous? Moi aussi, j'ai une petite question. Vas-y. Est-ce que tout ça, tu l'as appris pendant ton DU ou est-ce que c'est des recherches que tu as fait à part en plus du DU? Non, c'est beaucoup de matière issue du DU, plus des vidéos que j'ai pu regarder par ailleurs un peu en dehors du DU. Donc c'est un peu des deux. Mais le modèle CEPAGE, il nous a été présenté dans le cadre du DU. Ouais. Ça marche. Alors, on peut se poser la question en général, une question qui arrive, ouais, même s'il y a un participant qui ne veut pas jouer. Alors, ça peut arriver. Là, on vient de voir qu'en fait, on a vraiment, finalement, dans une séquence ludopédagogique, on a une fusée à 2 étages avec un premier niveau qui est le jeu, qui est le moyen, pour atteindre le niveau utilitaire, qui est vraiment la finalité de la séquence ludopédagogique. Et donc, il faut activer un premier levier de motivation, qui est la motivation à s'engager dans le jeu. Et ensuite, il va y avoir un deuxième levier de motivation activé, qui est passer du jeu à la séquence utilitaire, au débriefing et à la séquence pédagogique. Dans les activités qui ont été menées et qui ont été observées, en fait, il y a 4 types de comportements qui sont ressortis de cette analyse d'études comportementales des joueurs, des participants d'ailleurs. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que le participant a joué, oui ou non? Est-ce que le participant a appris et est entré dans la partie pédagogique, oui ou non? Et en fait, vous avez du coup donc le serious gamer, qui est le participant qui rentre dans le niveau jeu comme moyen et qui joue vraiment et ensuite participe au débrief et en retire les apprentissages. Mais vous avez aussi quelques gamers qui rentrent complètement dans le jeu, mais qui restent dans le jeu et qui ont du mal à passer au débrief et au fait d'en retirer des apprentissages. Vous avez aussi quelques serious learners qui ne rentrent pas dans le jeu. Alors, ils peuvent être dans l'équipe, mais vous le voyez qu'ils vont avoir plutôt une posture d'observateur et ils ne vont pas vraiment rentrer dans une posture de joueur, en fait. Et par contre, ils vont en tirer les apprentissages et vont vraiment être actifs, notamment dans le débrief. Et vous avez des disrupteurs. Donc là, on peut avoir un apprenant qui s'exclut ou qui est exclu par le groupe et qui reste en marge de toute l'activité, qui va ni dans le jeu, ni dans la séquence pédagogique. Mais j'ai envie de dire, alors, vous pouvez l'avoir sur une séquence ludopédagogique, comme vous pouvez l'avoir sur une séquence classique de formation, puisque vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui n'ont pas décidé d'être là. Parfois, ça arrive en formation, et donc arrive de facto avec une attitude de disrupteur.
Donc, ce n'est pas forcément lié au fait d'avoir une séquence ludopédagogique d'avoir ce type de comportement. Alors, du coup, ça nous amène un petit peu sur le rôle du formateur qui va jouer une casquette de maître de jeu sérieux et comment faire en sorte d'avoir un maximum de serious gamers, notamment les questions qu'il va devoir se poser en tant que maître du jeu sérieux. C'est au niveau du devoir faire, est-ce que les consignes et les objectifs sont clairs? Parce que vous pourriez avoir des gens qui ne rentrent pas dans le jeu uniquement parce qu'ils n'ont pas compris les consignes ou les objectifs, alors qu'en soi, ils pourraient être des joueurs. Est-ce que le pouvoir faire est clair? Donc, est-ce que les participants ont les ressources nécessaires pour réaliser les actions qu'ils souhaitent? Est-ce que les participants ont les compétences pour le faire? Donc là, c'est autour du savoir-faire. Et puis, au niveau du vouloir-faire, c'est identifier qui sont les disrupteurs et quel rôle leur proposer. Vous pourriez notamment proposer un rôle un petit peu différencié à quelqu'un qui ne veut pas du tout rentrer dans le jeu, d'observateur ou de participants non joueurs. Donc, ça peut être à un moment un rôle de coordinateur ou de distribuer des cartes de jeu. Enfin, voilà, un rôle un petit peu différent pour quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans l'activité ludique, mais qui permet quand même de la garder dans la séquence de formation globale. Et donc, globalement, le rôle du maître du jeu, on peut résumer à introduire en racontant l'histoire, s'assurer que la fusée se dirige bien vers les objectifs utilitaires, stimuler, cadrer, réguler tout au long du jeu, aider les apprenants à utiliser le jeu, indiquer la progression aussi, au niveau du timing, mais aussi au niveau de l'avancée par rapport aux objectifs du jeu. Et puis animer le débriefing pour transposer le vécu ludique dans le monde réel et ancrer les acquis. Et là, on a notamment quelques questions types de débriefing. On va en général suivre ce séquencement-là. On va déjà partir du ressenti. Donc, qu'avez-vous ressenti pour libérer en premier temps les émotions. Et puis après, on va essayer de passer du feeling au thinking, avec quelle stratégie, organisation vous avez mis en place, qu'est-ce qui a été le plus difficile, donc les écueils, les obstacles qui ont dû être surmontés ou sur lesquels il y a eu une difficulté. Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris? Donc là, on revient plutôt sur le côté quelle est l'expérience que j'ai engrangée à travers le jeu. Et ensuite, on va être dans la transposition avec le monde réel. Donc, qu'est-ce qui est semblable ou qui est différent dans vos contextes quotidiens par rapport à ce que vous voulez vivre? Et puis derrière, pour libérer les frustrations qu'il aurait pu y avoir éventuellement, que pourriez-vous suggérer pour améliorer cette séquence ludopédagogique qui permet à quelqu'un qui aurait eu en tête de « Ah, je ne vois pas pourquoi on a fait ça comme ça et pas de cette manière-là », de pouvoir aussi se libérer et mettre ses idées. Ça vous permet aussi, vous, d'avoir des pistes pour bonifier la séquence ludopéda et de pouvoir vraiment passer à autre chose sur la suite de la formation. Et puis, en finalité, revenir sur la morale de l'histoire, donc les points à retenir, les messages clés que vous vouliez faire passer à travers le jeu. Voilà un petit peu pour ce niveau 4 sur animer une activité ludopédagogique. Je vous propose de nous arrêter là, parce qu'on n'aura pas le temps, vu qu'il est déjà midi 15, de faire gamifier une démarche projet, qui est une séquence qui doit de toute façon être bonifiée, poussée un peu plus loin, mais on a déjà vu vraiment la partie pédagogique qui nous intéressait. Pour aller plus loin, je vous propose 4 choses. Le premier, c'est on a une app veille sur ludopédagogie, etc. Donc, je vous propose d'aller voir ce qu'il y a dedans et la suivre. Donc, c'est dans une rubrique veille dans Podio. J'ai créé une playlist dans YouTube avec pas mal de vidéos, dont certaines vidéos de mes cours de ludopédagogie, mais aussi des vidéos complémentaires. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez aller voir. Je pense qu'il y a une 40aine de vidéos quand même. Et puis, pour ceux qui ont envie de tester un serious game ce week-end, vous pouvez tester Consulting, qui est un nom temporaire, qui est un jeu sur lequel je suis en train de travailler pour faire découvrir le monde du conseil et notamment la difficulté ou le challenge que c'est de gérer une équipe de consultants et de leur trouver des missions. Donc là, vous avez le lien vers le document que vous pouvez imprimer et jouer chez vous ce week-end pour 2 à 4 joueurs. Ou alors, il y a le jeu sur lequel j'ai collaboré qui est Codroid 19 qui permet de voir de
prendre des décisions, des mesures pour faire face à un virus informatique qui a infecté des petits robots. Donc là, on a une version print and play qui est dispo et on est en train de finaliser là, ce week-end une version numérique, enfin, hybride, sur lequel il y a les cartes de jeu pour les mesures, mais vous avez toute la partie déplacement des petits robots entre les planètes qui se fait en version numérique sur le site. Voilà, donc ça c'est pour aller plus loin et puis je suis évidemment preneur de vos feedbacks, ce que vous avez retenu, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous auriez aimé.